Si parier est un loisir, il n'est pas sans risque. Pour vous aider à comprendre le phénomène de l'addiction et garder le contrôle en jouant, nous avons rencontré Cora von Hammerstein, psychologue spécialisée dans l'addiction au jeu. Un échange pour mieux appréhender ce sujet et appliquer les bonnes pratiques pour vous protéger, vous, ainsi que votre entourage. Bonjour Cora von Hammerstein, psychologue spécialiste de l'addiction au jeu, maître de conférences aussi à l'université de Metz. On est ensemble pour discuter de l'addiction au jeu en général et donner des conseils aussi à nos joueurs. Dans un premier temps, on aimerait bien savoir en quoi consiste votre métier, psychologue spécialiste dans l'addiction au jeu. Ça consiste à quoi? Ça consiste à développer et mettre en place des thérapies qui ont montré leur efficacité pour le traitement du trouble lié à la pratique de jeux de hasard et d'argent. Et effectivement, moi, j'ai une double casquette. Donc, je suis à la fois psychologue qui fait des thérapies dont l'efficacité a été démontrée pour ce type de difficultés. Et je suis aussi maître de conférence à l'université où j'enseigne justement ces formes de thérapie et où je fais de la recherche en particulier sur l'efficacité de ces thérapies pour le traitement des addictions. Est-ce que c'est un domaine d'activité ou un domaine d'études assez récent? Alors, c'est effectivement un domaine d'études plutôt récent, les addictions en général, la psychologie en fait en général. Mais c'est vrai que l'addiction au jeu a été identifiée comme telle seulement depuis 2013. Donc officiellement, c'est devenu une addiction qu'en 2013. Même si, bon, c'est très bien que ça existait avant, hein, mais effectivement, il y a de plus en plus d'études qui portent là-dessus parce qu'on remarque que c'est vraiment un gros problème, en fait, de santé publique. Pourquoi vous êtes spécialisé dans ce domaine précis de psychologie? Alors, je me suis de toutes les manières intéressée au traitement des addictions, ça c'est quelque chose qui m'intéressait. Et ensuite, je me suis formée à certaines thérapies, dont les thérapies comportementales et cognitives, qui sont des thérapies brèves, qui sont centrées sur le problème. Donc, on essaye vraiment de trouver le plus rapidement possible des solutions pour aider, soulager la personne. Et il se trouve qu'effectivement, ces formes de thérapie ont le niveau de preuve d'efficacité le plus élevé pour le traitement de l'addiction au jeu. Et aussi, donc, il n'y a pas énormément de gens qui prennent en charge les joueurs. Enfin, il y en a de plus en plus, hein. Et dans les services d'addictologie, il y a quasiment toujours une personne au moins qui sait prendre en charge les joueurs. Mais souvent, en fait, c'est aussi quelque chose qui a été fait par les médecins et il se trouve que finalement, c'est une forme de psychothérapie qui a le niveau de preuve d'efficacité le plus élevé. Donc, c'est assez pertinent qu'il y ait de plus en plus de psychologues aussi qui essayent de se spécialiser dans ce domaine pour aider un maximum de personnes. Et dans votre travail au quotidien, est-ce qu'il y a des profils particuliers ou est-ce que c'est un domaine d'études qui touche tout le monde? Alors, ça peut toucher tout le monde. Tout le monde peut développer une addiction. Après, en fonction des jeux, ce qu'on remarque là aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de problèmes avec le jeu en ligne. Il y a de plus en plus de supports de jeux, si on veut. Et on remarque aussi que depuis qu'il y a eu une ouverture sur le marché en ligne, en fait, il y a beaucoup plus de jeux problématiques. Donc ça, c'est aujourd'hui ouais, une des plus grosses proportions en fait, de personnes que je peux voir dans ma pratique clinique. Avant de donner des conseils à nos joueurs notamment, on va essayer de caractériser ensemble l'addiction au jeu, ce que c'est. Comment déjà fonctionne le phénomène de l'addiction? Est-ce que c'est la même chose pour toutes les addictions? Est-ce que c'est le même point de départ et les mêmes symptômes, entre guillemets? Pour ce qui est du phénomène de l'addiction en général, effectivement, tout ce qui est installation de l'addiction et maintien de l'addiction, on est sur les mêmes processus. En fait, l'addiction s'installe par une forme de conditionnement, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le renforcement positif. C'est l'effet recherché, c'est-à-dire que je sais que si je mets en place tel et tel comportement, je vais ressentir du plaisir, de l'euphorie, de l'excitation. Donc c'est comme ça qu'on continue à mettre en place un comportement. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le renforcement négatif, c'est-à-dire que mon comportement me permet de supprimer un état émotionnel négatif.
Et c'est comme ça que se maintient l'addiction. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai très envie, j'ai besoin de consommer ou de jouer, et je sais que le jeu me permet de soulager en fait ce sentiment-là. Chez le jeu, c'est souvent aussi le stress lié à l'argent ou en général à l'issue du jeu, et donc du coup, ça permet de soulager ça parce qu'il y a simplement cette bulle de jeu. Pour ce qui est de la similitude entre les addictions avec substance et sans substance, et là en l'occurrence avec le jeu, évidemment, il y a plein de points en commun, et il y a d'ailleurs sur les critères diagnostiques, en fait, il y en a énormément qui sont les mêmes. Par exemple, la tolérance, on sait que un joueur, pour atteindre le même niveau d'excitation par le jeu, doit augmenter la fréquence de jeu, surtout les mises, en fait, l'argent qu'il mise dans le jeu. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement similaire entre les deux. Le sevrage, c'est-à-dire que même s'il n'y a peut-être pas de sevrage physique à proprement dit, mais en tout cas, il y a vraiment une forme d'irritabilité et de tension qui s'installe si la personne ne peut pas jouer. Le fait d'essayer de mettre en place des choses pour changer de comportement et de ne pas y parvenir. Et après, il y a tout ce qui est conséquences sur la vie privée, sociale, sur la vie professionnelle, qui va être effectivement pareil dans les critères diagnostiques. Donc effectivement, il y a énormément de similitudes. C'est d'ailleurs pour ça, en fait, après des années de recherche, que l'addiction au jeu est rentrée dans les classifications officielles des addictions. Vous avez parlé des limites de mise. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que, notamment sur le site winamax.fr, il est possible, d'ailleurs il est conseillé même, de se limiter au niveau des mises, au niveau du temps de jeu aussi. Il y a la possibilité également de s'exclure définitivement ou de s'exclure temporairement. Donc tous ces outils-là sont disponibles sur le site winamax.fr. C'est quoi les premiers signes alarmants de pratique de jeux problématiques? Alors je pense qu'un des principaux signes, ça va être par exemple de jouer pour gagner de l'argent. Déjà là, en fait, c'est plus le bon objectif, en fait. Si on joue, il faut jouer parce que ça fait plaisir, parce que c'est une activité sympa, agréable. Mais si on commence à jouer pour gagner de l'argent, en fait, on part un peu dans le mauvais sens. Ensuite, il y a quand on remarque qu'on est stressé, tendu par le jeu, que ça prend beaucoup de place. Est-ce que parfois ça a un impact sur les relations, sur la vie, sur un peu tout le fonctionnement, le sommeil? Donc voilà. Mais le premier gros signe, c'est effectivement l'intention du jeu. Quelle est mon intention quand je joue? Et est-ce que c'est pour soulager une émotion négative? Parce que là aussi, pareil, on commence à glisser un peu dans un mauvais côté, ou pour justement gagner de l'argent. Et est-ce que les personnes que vous rencontrez, on peut dire les patients d'ailleurs, oui, c'est le mot, est-ce qu'ils sont conscients de leur pratique qui peut être problématique? Ou c'est à vous de leur donner le diagnostic au final? Non, en général, les gens qui viennent dans le soin, et il y en a très peu d'ailleurs, en fait c'est un problème, l'accès aux soins. Les gens viennent, les joueurs viennent beaucoup trop tardivement dans le soin. Donc quand ils viennent, ils ont complètement conscience du fait qu'il y a un gros problème. D'ailleurs, souvent quand ils viennent me voir, c'est déjà qu'il y a, par exemple, des grosses difficultés financières. Alors que tout à l'heure, vous posiez la question des premiers signes. Bah, par exemple, les difficultés financières liées au jeu, c'est pas du tout un premier signe. C'est que en fait, il y a déjà un problème qui s'est un peu installé. Et donc, les gens qui viennent en consultation chez moi, en général, ils ont complètement conscience de leur problème de jeu. Mais juste, ils savent pas s'en sortir. Après, il y a aussi la difficulté parfois. C'est-à-dire que le jeu, encore plus que les addictions avec substance, il y a ce double problème à la fois c'est un peu stigmatisé, donc il a un problème avec le jeu, voilà, il perd le contrôle, c'est une personne bizarre. Oui, comme avec toutes les autres addictions. Voilà, comme avec toutes les addictions, mais il y a aussi le côté très très banalisé en fait du jeu, de dire oui bon, enfin ça va, hein, c'est le jeu, c'est pas, il est pas toxico. Sauf qu'en réalité, ça a des conséquences tout aussi graves en fait sur la santé mentale que les autres addictions. Il y a un site d'ailleurs, j'en profite aussi, qui s'appelle Évalue Jeu. Ça permet avec un petit sondage, notamment en question très rapide, d'évaluer sa pratique de jeu, d'obtenir des conseils. Donc il y a le petit site qu'on vous met en bas d'écran, Évalue Jeu. Sur les bonnes pratiques maintenant à adopter par rapport au jeu, quels sont vos conseils pour garder le contrôle quand on est joueur, avant d'avoir les premiers signes alarmants? Déjà, il faut se poser les bonnes questions. Tout à l'heure, je disais un peu, voilà, de se poser la question de quel est mon objectif quand je joue. Est-ce que c'est parce que ça me
voilà, ça me fait plaisir de jouer, c'est drôle, ou est-ce que j'essaie de gagner de l'argent, est-ce que j'essaie de gérer mes émotions? Donc déjà ça, il y a ce côté-là. Ensuite, ce qu'il faut faire aussi, ou ce qu'il faudrait faire, c'est effectivement de modérer dès le départ, c'est-à-dire mettre en place des protections. Vous en parliez tout à l'heure, des modérateurs pour éviter dès le départ en fait de glisser dans un comportement qui pose problème, de se poser la question de au grand maximum, voilà, combien je suis prêt à investir, par exemple, budget, dans cette activité qui me fait plaisir. Comme si on disait, bah, je sais pas, je prends des cours de tennis et ou peut-être autre chose, mais je veux dire, où je prends n'importe quelle activité qui est un loisir et je suis prêt à investir tant et tant par mois dans cette activité. Mais il faut prendre ça plus comme de l'argent qui part. Et donc, voilà, de mettre des modérateurs de temps aussi, parce qu'en fait, il n'y a pas que l'argent. C'est pas que l'argent qui pose un problème. D'ailleurs, on voit chez beaucoup de joueurs qui ont un jeu problématique, qui n'ont pas nécessairement de gros soucis financiers, mais c'est juste qu'en fait, ils sont complètement envahis par ces pensées en lien avec le jeu et la pratique de jeu. Et donc, aussi de faire des modérateurs de temps, de jeu, ça peut être bien. Et aussi, voilà, savoir qu'il y a la possibilité de s'auto-exclure. Mais bon, ça arrive souvent quand il y a déjà une perte de contrôle, malheureusement, qui a été identifiée. Et comment on réagit quand un proche rencontre des difficultés? Parce que pour soi, c'est compliqué d'avoir la lucidité parfois de réagir, mais quand c'est pour un proche et qu'on le sait, comment on peut lui faire prendre conscience de ces problèmes-là, s'ils existent? Alors, il y a de grandes chances que la personne ait peut-être déjà un peu conscience de parce que le problème, c'est souvent malheureusement que l'entourage ne voit pas trop. En fait, c'est pas très visible. Contrairement à des addictions avec substance, en fait, c'est pas très visible quand quelqu'un a un problème avec le jeu. Si par contre l'entourage remarque que la personne est un peu tendue, va pas bien, etc., en fait, c'est particulièrement important d'aborder le sujet. Mais il faut l'aborder de manière vraiment très bienveillante et sans jugement. Effectivement, en fait, le gros problème avec les addictions en général, c'est quand même que les gens se disent bah, c'est un problème de volonté et il a qu'à arrêter en fait si ça lui pose un problème, mais c'est pas du tout aussi simple et on le sait que c'est pas du tout aussi simple. Donc il faut aborder le sujet parce qu'en fait ce côté de double tabou, donc la personne qui cache un peu sa pratique de jeu et qu'en plus l'entourage qui dit rien, bah en fait ça renforce la pratique de jeu et le mal-être en fait chez le joueur, et ça fait que la personne s'enfonce de plus en plus dans sa pratique de jeu. Donc il faut en parler, mais de manière vraiment très bienveillante et soutenante, et de poser des questions. Donc, comment tu te sens avec le jeu? Comment ça se passe en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour t'aider? Et si oui, quoi? En réalité, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour t'aider? Donc, il faut pas non plus imposer trop des changements rapides. Il faut se rappeler que, voilà, encore une fois, c'est un trouble, c'est une pathologie. Donc, la personne essaye de faire mieux, mais n'y arrive pas. Donc, vraiment, essayer du mieux qu'on peut de laisser de côté tout jugement par rapport à ça. Et essayer de vraiment juste verbaliser très authentiquement son inquiétude, en fait, par rapport à tout ça. On a parlé du site Évalue Jeu, il y a aussi le site que vous devez connaître, Joueur Info Service également, où il y a des témoignages, des forums de discussion. Il y a même la possibilité d'avoir un contact téléphonique si besoin. Donc on vous invite aussi à aller sur ce site. Il y a aussi une autre partie très importante et qu'on met très souvent aussi en avant dans nos émissions, c'est le jeu pour mineurs, qui est interdit bien évidemment, qui chez nous n'est normalement pas possible puisqu'il faut fournir une carte d'identité quand on s'inscrit notamment, mais on sait très bien qu'il y a des mineurs qui profitent du compte des parents ou du frère ou de la sœur majeure pour jouer. Pourquoi les parents sont importants dans la prévention du jeu chez les mineurs? Alors, c'est vrai, on sait que l'exposition précoce, donc plus on est exposé tôt, plus on risque de développer une addiction. On sait aussi que l'initiation familiale est un risque supplémentaire au développement d'une addiction. Donc déjà, peut-être avoir connaissance de ça, c'est un bon début. Et ensuite, les parents peuvent aussi aider à éviter
la banalisation, en fait, la normalisation du jeu. Aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup ça le problème, c'est-à-dire qu'en fait, et particulièrement pour les paris sportifs, en fait, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de normalisation et que c'est presque mis à la même échelle que le sport, alors qu'en fait, juste c'est des paris, c'est pas du tout du sport. Et il y a cette idée un peu de on est un bon supporter si on... Et c'est complètement normalisé, donc les parents peuvent peut-être aider aussi pour justement ne pas banaliser, ne pas normaliser une pratique qui est interdite aux mineurs pour des bonnes raisons, en fait. Et c'est vrai qu'en plus, d'autant plus que les mineurs ont souvent, si jamais ils jouent, c'est qu'ils passent souvent par sur tout ce qui est en ligne, parce qu'en dur, en fait, ça paraît compliqué puisqu'ils sont mineurs. Bien sûr. Et on sait que le jeu en ligne est encore beaucoup plus à risque pour développer des jeux problématiques que le jeu en dur. Et donc ça, cumulé, donc être jeune, donc en plus ne pas avoir encore tout le cerveau complètement développé pour pouvoir vraiment contrôler certains comportements, les offres en ligne, la normalisation, tout ça mis ensemble, ça fait que oui, il y a de plus en plus de dangers par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez expliquer concrètement, même si vous l'avez déjà commencé de le faire, mais pourquoi chez le cerveau plus jeune, les risques sont démultipliés? Alors, chez les jeunes, en fait, il y a un certain nombre de parties du cerveau qui sont en développement d'ailleurs assez longtemps encore, hein, dont tout ce qui est les parties qui gèrent le contrôle inhibiteur, la capacité de stopper ou d'interrompre des automatismes comportementaux. Donc, il y a ça. Et même, il y a aussi tout simplement, en fait, le fait d'être exposé, en fait, si fréquemment à quelque chose, ça fait que ça devient quelque chose d'habituel et le conditionnement s'installe beaucoup plus tôt. Et plus le cerveau est jeune, plus les apprentissages s'ancrent facilement. Donc, voilà, il y a beaucoup plus de risques à ce niveau-là. Quels sont vos conseils pour guérir d'une addiction au jeu? Je ne sais pas si on peut parler de guérir. En tout cas, on parle plus de rémission, dans les addictions. Mais bon, c'est un débat. Mais alors, j'aurais quand même tendance à dire que s'il y a addiction, il faut essayer d'aller dans le soin, essayer de chercher de l'aide. C'est très difficile de faire ça seul, mais c'est possible. On peut commencer à mettre en place des choses. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un peu souvent des phases dans l'addiction au jeu, des phases où c'est vraiment catastrophique et on joue beaucoup trop et on s'enfonce de plus en plus, et des phases où ça va un peu mieux, des petites phases de rémission qui se font de manière spontanée, où la personne reprend un peu le contrôle. Et souvent, les gens, du coup, ont tendance à se dire je vais peut-être pas aller dans le soin parce que finalement, là, ça va mieux. Sauf que c'est comme ça que ça se passe, en fait, un peu par vague. Et justement, c'est intéressant aussi d'aller dans le soin à ces moments-là où ça va un peu mieux pour prévenir, en fait, la rechute. Donc, pour prévenir le fait de retomber complètement dans cette phase où ça va pas du tout et où la personne est dans un moment de désespoir total. Après, effectivement, il peut y avoir des choses à mettre en place seul. On parlait des modérateurs tout à l'heure, d'essayer de contrôler soi-même le jeu ou d'arrêter le jeu. Mais en tout cas, il ne faut pas avoir peur d'aller dans le soin parce que souvent, il y a cette idée que on va m'imposer un objectif, en fait. On va me dire ce que je vais devoir faire. Et le problème dans les addictions, c'est l'ambivalence parce qu'on a à la fois... On sait que ça nous fait du mal et à la fois on se dit mais quand même j'adore ce comportement. C'est tout le problème avec les addictions. Mais il faut savoir que par exemple dans les services d'addictologie spécialisés ou même tout ce qui est associatif, etc. C'est pas à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on travaille en fonction des objectifs de la personne. C'est-à-dire qu'on va pas imposer à une personne par exemple une abstinence totale si elle ne veut pas d'abstinence totale. Donc l'idée c'est simplement d'aider la personne à atteindre ses objectifs et qu'elle soit OK avec elle-même. Donc ça, il faut l'avoir en tête aussi. Et c'est toujours bien d'être accompagné dans ce genre de démarche. Merci Cora. Je vous en prie. Merci à vous.